Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire intitulé Le défi de la gestion des recommandations en audit interne. Donc, transformer les constats en actions concrètes, c'est un sujet qui est crucial pour les auditeurs internes. Et donc, nous, auditeurs internes, nous investissons un temps fou et une énergie assez considérable dans nos entreprises pour identifier les risques, analyser les processus et surtout formuler des recommandations précises et pertinentes pour nos entreprises. Et généralement, nos rapports sont le fruit d'un travail très rigoureux, basé, comme vous le savez, sur les meilleures pratiques et les normes de l'IA globale. Et pourtant, combien de fois, en tant qu'auditeur interne, avons-nous ressenti une certaine frustration en voyant nos recommandations peiner à être pleinement prises en compte ou à générer des changements au sein de nos organisations, des changements que nous espérons de tous nos voeux. Mais en réalité, tout ceci n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, dans cet échange, nous allons explorer ensemble les raisons fondamentales pour lesquelles ces recommandations ne sont pas toujours transformées en actions concrètes. Nous aborderons donc les défis qui sont liés à la perception de l'audit, à la communication, mais aussi à la résistance au changement et bien d'autres raisons pour lesquelles nos recommandations ne sont pas vraiment transformées en actions concrètes. Mais surtout au cours de ce webinaire, nous allons nous concentrer aussi sur des solutions concrètes et des stratégies efficaces pour transformer ce défi en une opportunité au sein de nos entreprises. Nous allons voir comment mieux communiquer, d'accord, la valeur de nos recommandations aux parties prenantes, comment engager davantage ces parties prenantes-là à nous soutenir, à nous accompagner pour pouvoir véritablement impacter au sein de nos entreprises. Nous allons aussi voir un peu comment assurer un suivi rigoureux et efficace pour que chaque constat se traduise véritablement par une réelle amélioration dans les processus de notre entreprise. Et donc, notre objectif commun pour cette présentation, c'est de maximiser l'impact de l'audit interne en faisant de chaque recommandation que nous avons un levier de performance et de création de valeur pour nos entreprises. Si vous avez des questions, vous pourrez les laisser à la fin de ce webinaire à travers la partie des commentaires. Nous y répondrons très sûrement. Alors, je vous souhaite une fois encore la bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Les défis de la gestion des recommandations en audit interne, transformer les constats en actions concrètes, organisé et produit par le cabinet Acheori. Je suis donc Sem Michel Amadidje et je suis le manager général de Acheori. Je suis docteur en administration des affaires, expert comptable spécialisé en forensic accountant, expert certifié en risk management et expert en audit interne. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez mes contacts qui sont là. Vous pourrez m'écrire, m'appeler et nous pourrons échanger encore plus à la fin de cette présentation. Alors, généralement, lorsque les auditeurs internes sont à la fin de leur mission, comme je l'ai dit dès le départ, ils proposent des recommandations qui sont censées améliorer la qualité des processus ou régler une problématique au sein d'un département, au sein d'un process. Mais l'objectif final, c'est que ces recommandations soient véritablement porteurs d'amélioration continue au sein de l'entreprise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est difficile pour les auditeurs internes de voir que ces recommandations-là ne prospèrent pas la plupart du temps, ne sont pas prises en compte et donc ne sont pas transformées en actions concrètes pour améliorer la qualité
des processus au sein de l'entreprise. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça crée des frustrations. On a tendance à croire que on ne sert à rien au sein de l'entreprise. Alors, l'une des choses que nous ne faisons pas assez en tant qu'auditeur interne, c'est de se poser la question, pourquoi ces recommandations, pourquoi nos recommandations ne sont pas toujours prises en compte au sein de nos entreprises. Et c'est à cette question que nous allons essayer de répondre ensemble dans cette première partie pour décortiquer un peu ce qui nous revient en termes, je ne dirais pas de faute, mais ce qui est de notre responsabilité et qui pourrait entraver la prise en compte de nos recommandations, mais ce qui est aussi de la responsabilité de la gouvernance dans l'accompagnement, dans la prise en compte des recommandations au sein des entreprises. Alors, le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est bien sûr le manque de compréhension ou la perception de la valeur ajoutée au sein de vos entreprises. Alors, qu'est-ce que je veux mettre dans manque de compréhension, de perception de la valeur ajoutée de l'entreprise? C'est que généralement, nous-mêmes, en tant qu'auditeurs internes, nous ne communiquons pas assez sur ce que nous faisons. Nous ne communiquons pas assez sur nos process, sur notre manière de faire. Et nous avons tendance à donner l'image d'un métier gendarme. Et beaucoup de managers encore aujourd'hui peuvent voir en audit interne une fonction de contrôle purement répressive. Et comme je l'ai dit, c'est notre responsabilité en tant qu'auditeur interne de faire en sorte que les managers, que les collaborateurs, que les collègues puissent véritablement avoir une meilleure perception de la fonction d'audit interne. Et cela, ça se fait en communiquant. Ça se fait en ouvrant son métier aux autres collègues, aux autres managers, aux autres collaborateurs que nous avons au sein de l'entreprise. L'audit interne ne peut pas rester fermé. Et donc, quand je parle de manque de compréhension, c'est que tant que l'individu qui est en face, l'audité qui est en face, perçoit l'audit interne comme une fonction répressive, il aura de la difficulté à collaborer avec la fonction d'audit interne. Et dès le moment où il se dit que c'est un gendarme, il ne voit plus en cette fonction-là la qualité de fonction d'amélioration et de performance au sein de l'entreprise. Donc, premier point, c'est la perception. Quand la perception est biaisée au sein de l'entreprise, forcément, cela a un impact sur la prise en compte des recommandations. Parce que dès le moment où on vous voit comme un ennemi, un gendarme, un flingueur, on n'a pas envie de mettre en œuvre les recommandations d'un flingueur ou d'un gendarme. Ensuite, c'est un point qui découle aussi du manque de compréhension ou la perception de la valeur ajoutée, c'est la méconnaissance du rôle de l'auditeur interne. Quand vous avez euh, un directeur général, un président du conseil d'administration, des membres du comité d'audit qui ne comprennent pas véritablement ce que fait l'audit interne au sein de l'entreprise, ou que vous avez même des collègues qui ne savent pas véritablement ce qu'on fait, ils ne sont pas enclins à vous suivre lorsque vous proposez des recommandations. Et comme beaucoup le savent, dans ces conditions-là, même la mission d'audit interne constitue déjà un enfer pour les audités, parce qu'ils ont une perception différente, ils ne savent pas ce que vous faites, et donc pour eux, c'est du dérangement pour leur département. Et donc, l'IA Global a quand même ces dernières années fait beaucoup d'efforts pour promouvoir tout ce qui est valeur stratégique au sein de l'audit interne. Et malgré cela, on remarque que certains dirigeants et employés ne comprennent pas pleinement comment l'audit interne peut contribuer aux objectifs
de l'entreprise. C'est le rôle de l'auditeur interne de pouvoir expliquer et de montrer le bien fondé de la présence d'une fonction d'auditeur interne au sein de l'entreprise. Alors, ensuite, je pourrais parler de l'erreur que nous faisons en tant qu'auditeur interne, c'est-à-dire que être concentré sur la conformité et oublier que on doit créer de la valeur ajoutée. Cela voudrait dire quoi? C'est que si la fonction d'audit interne est perçue comme une fonction de conformité, juste ça, toutes les recommandations que nous allons faire vont être prises comme une obligation, c'est-à-dire quelque chose qu'on force, quelque chose de forcé. Et l'individu, l'être humain, est dans une disposition où, lorsque vous commencez, lorsqu'il se sent forcé à faire quelque chose, il se braque. Et donc, l'auditeur interne ne doit pas oublier que oui, il faut rester concentré sur la conformité, mais il faut avoir à l'esprit que la fonction d'audit interne doit créer de la valeur ajoutée. Donc, au-delà de la conformité, ça doit être la valeur ajoutée. Et tant que les audités n'ont pas perçu le fait que l'audit interne crée de la valeur ajoutée et peut améliorer leur process, ils ont de la difficulté à mettre en œuvre les recommandations que vous leur ferez. Donc, sur ce premier point, comme je l'ai dit, la première raison pour laquelle les recommandations ne sont pas mises en œuvre, c'est le manque de compréhension et le manque et la perception erronée de la valeur ajoutée de l'audit interne au sein de l'entreprise. Et comme je l'ai dit, c'est le rôle de l'auditeur interne de communiquer assez, de faire découvrir son métier, de faire découvrir les raisons pour lesquelles l'audit interne a sa place au sein de l'entreprise et au sein de la création de valeur de l'entreprise. Alors ensuite, je voudrais parler de la résistance au changement et généralement la remise en question de tout ce qu'il y a autour de l'audit interne. Sur ce point-là, je voudrais parler de ce qu'on vit très souvent dans nos entreprises, c'est l'inertie organisationnelle. Quand je parle d'inertie organisationnelle, c'est que les entreprises, et surtout généralement les grandes entreprises, peuvent avoir un temps de réaction au changement qui est très lent, même si ces changements-là peuvent leur être bénéfiques. Et on le voit hein, dans certaines entreprises, et surtout par exemple dans les entreprises où vous avez une seule personne qui détient l'ensemble du capital. Vous faites des recommandations, mais on a de la difficulté à y aller parce que peut-être la tête qui détient l'ensemble du capital et qui est comme un dieu au sein de l'entreprise n'a pas envie que ça aille dans ce sens-là. Même s'il sait que cette recommandation est bénéfique pour son business, il ne le fera pas. Donc, c'est une question de culture organisationnelle aussi, parce que si vous êtes dans une organisation où on a une forte, comment je dis, un fort enclin à l'inertie organisationnelle, vous aurez beau faire toutes les recommandations que vous aurez à faire, ça ne bougera pas. Donc parfois, ce n'est pas juste de la faute de l'auditeur interne, mais c'est aussi une question de culture organisationnelle. Donc si l'inertie organisationnelle fait partie de la vie de l'entreprise, vous allez avoir de la difficulté à faire avancer vos recommandations. Ensuite, c'est aussi la défense des pratiques existantes. Vous allez voir que la plupart des responsables des départements que vous auditez peuvent à des moments donnés se sentir attaqués directement. Ce n'est pas l'objectif de l'auditeur interne, mais lui, en tant qu'auditeur interne, il constate que certaines pratiques ne sont pas bonnes. Mais dans la compréhension de l'audité, c'est que vous vous en prenez à lui.
il se sent attaqué personnellement par vos constatations. Et quand vous-même, en tant qu'auditeur antenne, vous ne prenez pas le soin de clarifier les choses, de clarifier vraiment en lui disant, ce ne sont pas des tirs contre toi, mais ce sont des choses qu'on a relevées dans les process et qui ne permettent pas à ce que le process soit performant, ça laisse entendre à celui qui est en face à l'auditer que c'est quelque chose qui est fait pour le détruire. Et dès le moment où il se met dans la position de je suis attaqué personnellement par les constatations, il peut devenir résistant, d'accord, au changement que vous voulez apporter dans ces processus parce qu'il estimera que vous êtes en train, par exemple, de le descendre peut-être auprès du DG ou auprès des autres parties prenantes de l'entreprise. Et donc, il n'aura aucune envie de vous suivre dans les recommandations. D'où la nécessité pour l'auditeur interne de bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien communiquer avec les audités. Dans un premier temps, on a dit il faut bien communiquer sur son métier. Là, je suis en train de dire qu'il faut bien communiquer sur ce que nous faisons avec les audités, expliciter le maximum possible à l'audité ce que vous faites pour qu'ils ne le prennent pas personnellement. Ensuite, c'est aussi la charge de travail. Quand vous faites des recommandations, quand par exemple un auditeur interne va faire un audit dans un département, je dis n'importe quoi, je veux faire une mission d'audit dans le département finance et comptabilité sur le processus de la gestion des factures, et qu'à la fin de ma mission, je suis euh, avec 10, 20 recommandations, par exemple, euh, ceux qui sont là et qui doivent mettre en œuvre ces recommandations-là peuvent percevoir cela comme, comment je dirais, comme une charge de travail supplémentaire, ce qui n'est pas le cas. Mais le simple fait d'avoir cette appréhension-là fait qu'on n'a aucune envie d'aller à la mise en œuvre d'une recommandation. Je ne dis pas que le fait d'avoir beaucoup de recommandations est mal. Non, pas du tout. C'est juste pour caricaturer un peu, pour dire que dès le moment où l'individu qui est en face de vous en tant qu'audité, lui, considère que mettre en œuvre des recommandations, donc créer des changements, avoir, comment je dirais, des nouvelles procédures, changer ceci, dès qu'il le considère comme une charge de travail supplémentaire et que lui, il n'a pas envie d'avoir cette charge de travail supplémentaire, il ne fera rien pour mettre en œuvre vos recommandations. D'où, comme je l'ai dit, la nécessité de toujours bien expliquer le bien fondé de ces recommandations. Et ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour dire comment est-ce que nous, en tant qu'auditeurs antenne déjà, nous formulons nos recommandations, comment est-ce que nous mettons en place ces recommandations-là. Est-ce que véritablement dans le process de nos missions d'audit, nous arrivons à identifier les vraies causes des problèmes avant de pouvoir faire les recommandations ou simplement on fait des recommandations de fait. C'est une parenthèse que j'ouvrais pour dire qu'il faut véritablement communiquer sur ce qu'on fait. Une recommandation, lorsqu'elle est faite, il faut bien l'expliquer à ceux qui sont censés mettre en œuvre cette recommandation pour qu'ils puissent comprendre le bien fondé de la recommandation et l'impact que ça aura sur leur travail. Si je dis à un opérationnel que j'ai audité que s'il met en œuvre cette recommandation, il aura un gain de temps sur le travail qu'il fait, je pense qu'il aura plus de motivation à aller faire la mise en œuvre de cette recommandation-là que si je ne lui dis rien. Alors, le point suivant, c'est bien sûr les problèmes de communication et de présentation des recommandations. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Lorsque je suis auditeur interne et que je finis ma mission et que je dois présenter un rapport de grâce, il faut que je puisse présenter un rapport que tout le monde comprend. Mais si je veux présenter un rapport trop technique, trop complexe, avec des thèmes scientifiques qui prouvent que j'ai un bac plus 10 ou un bac plus 20, il y aura de la difficulté à faire passer un message concis, précis et clair aux auditeurs. Et donc,
dès le moment où votre rapport est rédigé avec trop de jargon, audit interne, finance et consorts ou autre chose, ou que le rapport est trop long. Je me rappelle pour la petite histoire être allé sur une mission de co-sourcing et, et m'être aperçu qu'il y avait eu une mission d'audit qui avait été faite par le prestataire en collaboration avec le département de l'audit interne qui faisait 300 pages. Et je me suis posé la question de savoir, mais si je prends un document de 300 pages en tant qu'audité ou en tant que manager d'entreprise, est-ce que vous êtes sûr que je suis capable de m'asseoir et de rester concentré pour lire les 300 pages pendant que j'ai des objectifs à atteindre? Donc, si vous avez des rapports qui sont trop techniques ou qui sont trop longs, ça ne donne envie à aucun manager de lire, juste de lire le document jusqu'à tomber sur vos recommandations. Dès le moment où je vois que c'est trop et qu'il y a trop de jargon, ben, en tant que manager d'entreprise, j'oublie votre document. Ça voudra dire que je n'ai même pas vu vos recommandations. Donc, il faut avoir vraiment des rapports qui sont clairs, concis, précis, qui permettent la compréhension pour tout le monde, mais aussi des rapports qui sont pas longs. Si je dois faire un rapport, il ne faudrait pas que le rapport puisse décourager le lecteur. Ensuite, c'est le manque de clarté sur les risques et les impacts. Généralement, euh, si vos recommandations ne sont pas clairement liées au risque pour l'entreprise, personne ne vous écoutera. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'identifie un risque et je fais une recommandation. De fait, il y aura un problème. Je donne un exemple pareil. Je donne un exemple, hein. Euh, c'est comme si j'ai un mal de dents, j'ai une rage de dents, par exemple, je vais voir un médecin, un dentiste, et qui me prescrit du paracétamol parce que je lui ai dit que j'ai mal. Est-ce qu'il a réglé mon problème? Non. Mais la plupart du temps, les auditeurs internes, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, on identifie un problème, on dit la facture doit être enregistrée, elle n'a pas été enregistrée, recommandation. Il faut enregistrer la facture avant que la facture ne passe de l'autre côté, sans chercher à savoir en réalité pourquoi la facture n'a pas été enregistrée alors que la procédure demande à ce qu'on enregistre la facture. Donc, dans notre recommandation, la recommandation ne cadre pas avec comment je dirais ça, avec la cause profonde du problème. Mais aussi, quand par exemple, vous ne le liez pas, votre recommandation, clairement à un risque pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, je fais une recommandation sur euh, les postes qui sont incompatibles, mais si je lui écris juste dans mon rapport que tel poste est incompatible avec tel poste, et que je ne documente pas un peu avec une note explicative pour dire, voilà, si on a tel, 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 ça nous emmène à tel, 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 euh, on va subir tel risque. C'est très difficile pour ceux qui ne sont pas du métier d'aller chercher maintenant à comprendre ce que vous voulez dire par fonction incompatible. Donc, il faut véritablement avoir beaucoup de clarté sur les risques et les impacts. D'accord? Donc, si, comme je c'est affiché, si les recommandations ne sont pas clairement liées au risque pour l'entreprise ou si leur impact potentiel ne sont pas quantifiés, leur urgence et leur pertinence peuvent être sous-estimées, forcément. Donc, il faut montrer véritablement pour chaque recommandation quelle est l'urgence ou quel est l'impact que ça pourrait engendrer si cela n'est pas fait. Enfin, sur ce point-là, je voudrais aussi parler de l'absence de collaboration durant la période d'audit. C'est, c'est l'une des plaies que nous avons en tant qu'auditeurs internes, c'est de ne pas collaborer suffisamment avec les équipes d'auditer tout le long du process. Parfois, pour recueillir les informations, on est avec eux, euh, et puis après, on se retire dans notre coin pour analyser ces informations-là. Alors que
quand on analyse une information, il faut retourner vers ceux qui le font pour poser encore des questions et mieux comprendre. Moi, je me rappelle que j'ai eu une situation comme ça où, en pleine mission d'audit, on a fait des analyses. Et pour nous, c'était que tout se passait mal dans ce département-là. Mais mal nous a pris d'aller, de retourner vers les auditeurs, de poser des questions pour savoir, ben, on a fait telle analyse par rapport à tout ce que vous nous avez envoyé et tout. Et voilà, en fait, ce que nous, on a comme, on a comme analyse, voilà ce qu'on tire comme conclusion de tout ce qu'on a eu, de toutes les informations qu'on a eues. Dans cet échange, l'échange, en fait, nous a permis de comprendre que il y avait des réalités que nous, on ne voyait pas. Donc, tout au long d'un processus d'audit, il faut faire attention à véritablement collaborer avec les auditeurs. Si la collaboration se passe mal, les recommandations peuvent apparaître comme imposées. Et vous allez voir qu'en général, lorsque vous travaillez bien avec les auditeurs, c'est eux qui sont dans la situation et ils sont même parfois les plus indiqués pour vous proposer des recommandations. Donc, il faut faire attention à ça. Tant que vous n'impliquez pas les gens, déjà dans la phase de l'audit interne, il va y avoir toujours des problèmes lorsqu'il faudra mettre en œuvre les recommandations parce qu'ils ne se retrouveront pas dans ces recommandations. Alors, nous allons avancer. Le point suivant, c'est les problèmes de communication, de présentation, les recommandations. Comme je l'ai dit, les recommandations trop techniques, les rapports complexes, le manque de clarté, l'absence de collaboration pendant euh, les audits. Ensuite, c'est les manques de ressources ou de priorisation. Quand je parle de manque de ressources ou de priorisation, c'est dire les contraintes budgétaires en général. Donc, certaines recommandations vont forcément nécessiter de l'argent. Et quand on voit l'investissement qu'il faut pour opérer ces changements-là, la gouvernance ou la direction générale peut ne pas vouloir s'engager dans la mise en œuvre de cette recommandation. C'est aussi la concurrence des priorités. Comme vous le savez, euh, on peut reléguer les recommandations de l'audit interne pour plus tard parce que véritablement, on a des objectifs stratégiques plus urgents, euh, en tout cas jugés plus urgents par la direction générale et la gouvernance. Quand par exemple, on ne rentre pas d'argent et que l'audit interne fait des recommandations qui vont euh, engranger de l'argent, ben, la direction générale a tout fait de se dire, mettons ces recommandations-là de côté, faisons entrer de l'argent d'abord, et après on parlera de ces recommandations-là. Enfin, par rapport à ce point, je parlerai aussi des responsabilités qui ne sont pas claires hein, au sein de l'entreprise quand la mise en œuvre des recommandations n'est pas formellement attribuée, qu'on ne sait pas qui est chargé de la mise en œuvre de ces recommandations ou que même le suivi au niveau de l'audit interne est défaillant, alors les recommandations peuvent tranquillement tomber dans l'oubli parce que vous n'avez vous-même pas, au niveau par exemple de l'audit interne, un tableau de bord pour suivre les recommandations qui ont été faites, mises en œuvre ou qui stagnent et tout. Tant que votre suivi est défaillant, forcément, vos recommandations aussi seront oubliées avec le temps. Alors, l'un des derniers points de cette partie sur les raisons pour lesquelles les recommandations ne sont pas prises en compte, c'est le manque de soutien de la direction générale. Comme vous le savez, hein, c'est quelque chose que beaucoup d'auditeurs internes vivent. Donc, un soutien insuffisant de la direction générale, tant que vous n'avez pas ce soutien de manière ferme et visible, quand la direction générale elle-même combat l'audit interne, vous n'aurez pas de prise en compte de recommandations. Ou quand le conseil d'administration lui-même n'est pas impliqué, ou que le comité d'audit ne rentre pas véritablement dans ses prérogatives, euh, c'est forcément une difficulté pour mettre en œuvre tout ce qui est recommandation.
Mais il y a aussi, dans ce point-là, les conflits d'intérêts. Euh, Quand je dis conflit d'intérêts à ce niveau-là, euh, c'est que dans certaines situations, par exemple, vos recommandations peuvent gêner l'atteinte de certains objectifs ou, comment je dirais, l'atteinte peut être une atteinte aux intérêts euh, personnels de certaines personnes au sein de l'entreprise. Et si la personne est assez haute dans la hiérarchie, elle peut couler aussi vos recommandations. D'où la nécessité véritablement, et je reviens là-dessus, hein, j'insiste là-dessus, d'avoir une bonne communication pour le département de l'audit interne, pour faire comprendre ce que vous faites, pour que les gens adhèrent à votre travail et que véritablement ce soit une implication de toutes et de tous au sein de votre entreprise. Alors, on vient de voir un peu les raisons pour lesquelles les recommandations coulent au sein de l'entreprise. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont très certainement se retrouver dedans. Alors, nous allons maintenant savoir, regarder un peu hein, comment est-ce que on peut remédier à cela, comment est-ce que nous pouvons améliorer la situation et permettre à ce que nos recommandations puissent être prises en compte et avoir un impact au sein de nos entreprises. Alors, je vais vous proposer encore quelques points autour desquels nous allons échanger. Le premier point, c'est de renforcer la communication et la collaboration. Et ça, je pense que je l'ai dit et redit à sur plusieurs slides qui sont passés. Il faut toujours maintenir un dialogue continu, c'est-à-dire le dialogue, il doit être constant avec les audités dès le début jusqu'à la fin de votre mission d'audit interne, parce que vous avez l'obligation de comprendre aussi leurs préoccupations, d'accord, avant, dans le processus de validation de vos constatations, de vos recommandations. Si vous ne collaborez pas assez avec les, les, les audités, il y aura toujours un sentiment de frustration de leur part qui fera qu'ils n'auront pas envie de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces recommandations. Donc, il faut toujours maintenir un dialogue continu. L'audité doit se sentir accompagné et non traqué. J'insiste sur cette partie. L'audité doit se sentir accompagné et non traqué. Donc, il faut maintenir ce dialogue-là de telle manière à ce qu'ils se sentent à l'aise dans le processus d'audit interne. Ensuite, c'est dans notre communication, dans la présentation des rapports, comme je l'ai dit dès le départ sur les slides précédents, c'est d'avoir véritablement des rapports qui sont concis et qui sont orientés vers l'action. Je l'ai dit, il y a une nécessité véritablement de travailler à comment est-ce que nous mettons en place les recommandations. Comme je l'ai dit un peu plus haut, est-ce que nous faisons des recommandations toutes faites ou est-ce que nous prenons le temps d'analyser les constatations que nous avons faites pour identifier les causes profondes de cette défaillance-là avant de proposer nos recommandations? Puisqu'en réalité, dans le processus d'audit interne, la recommandation doit être faite sur la cause profonde et non sur la constatation qui est en réalité un effet de quelque chose qui se passe. Je vais expliquer un peu. Si je dis par exemple, je suis allé dans un département et je me rends compte que lorsque je compare ce qui doit être fait à ce qui est fait, je me rends compte que à un niveau donné, on ne respecte pas la procédure. Donc, si je fais une recommandation, désormais, respecter la procédure, c'est que moi, en tant qu'auditeur interne, je n'ai rien fait. Je dois pouvoir prendre la situation, la constatation et l'analyser pour savoir pourquoi, arrivé à cette étape de la procédure, le département ne suit plus la procédure. Il y a forcément une cause. Lorsque j'aurai trouvé la cause profonde, c'est par rapport à cette cause profonde-là que je pourrai formuler une recommandation qui véritablement va pouvoir agir. Et généralement, vous savez, en Afrique, on dit quand vous voulez régler un problème, il faut le régler
à la racine. Et pour régler à la racine, c'est que il faut... la racine, c'est la cause du problème. D'accord? Une mauvaise herbe qui pousse, c'est que ses racines sont profondes. Donc, il faut déjà aller l'enlever par les racines. Donc, toujours chercher la cause profonde avant de formuler les recommandations. Donc, vos rapports, vos présentations, que ce soit en PowerPoint, en PDF et tout, doivent véritablement être succincts et véritablement orientés sur les solutions que vous proposez avec des recommandations qui sont smart. Quand je dis recommandations qui sont smart, vous savez ce que ça veut dire, c'est il faut vraiment que la formulation de vos recommandations puisse permettre à tout le monde de comprendre là où on est en train d'aller. Alors, c'est aussi mettre en évidence la valeur ajoutée, d'accord? Comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est d'expliquer à tout le monde pour chaque recommandation, d'accord, comment est-ce que ça va contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise, mais aussi à la réduction des risques et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Il faut que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire. S'ils ne comprennent pas, ils ne vont pas adhérer. Ensuite, c'est de quantifier les impacts dans la mesure du possible, hein, comme je l'ai écrit là. C'est de chiffrer les bénéfices attendus de l'implémentation. Il faut que les gens voient le bénéfice. Si je mets en place cette recommandation, quel est le bénéfice pour moi? Est-ce que c'est un bénéfice de temps? Est-ce que c'est un bénéfice d'argent? Si je peux prouver à mon directeur général que la mise en œuvre de cette recommandation-là va nous permettre de réduire les coûts, par exemple en termes de production, ah là, il est prêt à y aller. Mais si je fais juste des recommandations sans véritablement expliquer l'impact sur le dispositif, alors il va y avoir beaucoup de difficultés à nous suivre dans ce que nous faisons. Alors, donc, le premier point, c'est de renforcer la communication et la collaboration. Le deuxième point, quant à lui, c'est d'adopter vraiment une approche axée sur les risques et la stratégie d'entreprise. Qu'est-ce que je veux mettre là? C'est vraiment parler en termes d'alignement stratégique. C'est vraiment de s'assurer que les audits que nous faisons, que nous menons au sein de nos entreprises, et les recommandations que nous faisons sont alignées avec les objectifs stratégiques. Parce que l'objectif final de nos missions, c'est l'atteinte des objectifs de l'entreprise. D'accord? Et donc, tout ce que nous faisons doit pouvoir s'aligner, d'accord, sur les objectifs stratégiques de notre entreprise. Je ne peux pas faire une mission d'audit et mes recommandations sont en total déphasage avec les objectifs stratégiques tels que identifiés par la direction générale et le conseil d'administration. Donc, faisons attention à ces points-là. Il faut vraiment que ce que nous faisons permette à notre entreprise d'atteindre ses objectifs stratégiques. C'est aussi, dans cette partie-là, de parler un peu de l'évaluation des risques, c'est-à-dire inclure une évaluation claire du risque résiduel. Par exemple, si la recommandation n'est pas mise en œuvre. Donc, on a dit tout à l'heure, il faut montrer, d'accord, pourquoi il faut faire la mise en œuvre de cette recommandation. Mais il faut aussi démontrer, d'une autre part, si on ne met pas en œuvre, qu'est-ce que cela pourrait nous coûter. Si le DG se rend compte, ou que si l'auditeur même se rend compte que ah, si je ne mets pas ça en œuvre, je vais perdre encore plus de temps ou je vais perdre encore plus d'argent, il est plus à même de se dire, ah, vaut mieux mettre en œuvre cette recommandation. Donc, pour que la direction puisse véritablement vous suivre, que les auditeurs puissent vous suivre, il faut vraiment, comme je l'ai dit, avoir une bonne communication et inclure, impliquer les gens. Alors, l'autre point qui est important aujourd'hui aussi, c'est d'impliquer activement la direction générale et le comité d'audit. Ça, c'est l'une des choses que nous devons apprendre à faire. Si, en tant qu'auditeur interne, je n'ai pas le soutien du leadership de ma boîte, alors il y a un problème parce qu'après, c'est quand même ce leadership, c'est cette gouvernance, cette direction générale, d'accord, qui peut mettre la pression pour la mise en œuvre de mes recommandations. Donc, il faut travailler en tant qu'auditeur interne à avoir ce soutien-là, d'accord,
Et ce soutien, il doit être explicite. Ce n'est pas les soutiens où vous avez un directeur général qui vous dit non, non, travaillez, et puis derrière, c'est le premier qui vous désigne. Il faut vraiment travailler à, à gagner cette collaboration, à gagner ce respect-là au sein de l'entreprise pour que le soutien il soit explicite, mais qu'il soit aussi continu, d'accord, de la part de la direction générale ou du comité d'audit, qui sont ceux-là qui ont la puissance, d'accord, la puissance véritablement pour promouvoir l'importance de l'audit interne et la mise en œuvre de ces recommandations. Vous allez voir que dans certaines entreprises, le DG même fait la promotion du département de l'audit interne. À chaque fois, il en parle. Il dit oui, je connais bien l'audit interne, voilà ce qu'ils font et je vous encourage vraiment à collaborer, à faire ceci. Quand vous êtes dans un environnement qui est favorable à l'audit interne, c'est plus facile de mettre en œuvre vos recommandations. Alors, il faut aussi penser, lorsqu'on fait des recommandations, à faire des reporting au niveau du comité d'audit, d'accord? Donc, présenter de manière régulière à votre comité d'audit le suivi et l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations. Parce que en mettant véritablement en évidence ou en présentant ces points-là et les retards, par exemple, que vous avez dans la mise en œuvre de ces recommandations, le comité d'audit, lui, peut exercer une pression sur la direction pour que la direction s'active et mette en œuvre ces recommandations-là au sein de l'entreprise. Enfin, c'est parler aussi des responsabilités. Il faut définir, il faut travailler avec la gouvernance de l'entreprise ou la direction générale à assigner vraiment les responsabilités claires pour la mise en œuvre des recommandations. Il faut qu'on sache qui fait la mise en œuvre des recommandations et qui établit les délais réalistes. Ça sous-entend que lorsqu'on a fini sa mission, on a fait les recommandations. Avec l'audité, maintenant, il faut s'asseoir pour faire le plan d'action qui va nous permettre de faire la mise en œuvre des recommandations. Donc, je repars là-dessus pour vous. Donc, en soutien du leadership, donc, il faut obtenir le soutien explicite et continu de la direction générale. Reporting au comité d'audit, oui. Responsabilité claire, définir et assigner les responsabilités claires pour la mise en œuvre des recommandations et établir des délais réalistes pour l'atteinte de ces recommandations-là. Alors, un point crucial par lequel je voudrais commencer à finir cette présentation, c'est d'améliorer le suivi et l'accompagnement. C'est-à-dire, un système de suivi robuste doit être mis en place, d'accord, pour surveiller l'état d'avancement de chaque recommandation. Si vous n'avez pas un tableau de bord au niveau de l'audit interne qui vous permet de savoir où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre des recommandations, alors ça va être difficile pour vous de dire, ah, on a atteint tel objectif. Moi, je vois très souvent dans les entreprises du secteur bancaire des tableaux de bord où on sait clairement combien de recommandations n'ont pas été mises en œuvre, combien ont été mises en œuvre, quel est le pourcentage et où est-ce qu'on va. Donc, dans l'amélioration du suivi et de l'accompagnement, il faut faire cet effort-là d'avoir des tableaux de bord qui vous permettent de suivre, euh, de surveiller l'état d'avancement de chaque recommandation au sein de votre entreprise. C'est aussi offrir un accompagnement et des conseils aux équipes, parce que c'est aussi votre rôle. Il n'y a pas que les missions d'assurance au niveau de l'audit interne, c'est aussi le rôle de l'audit interne de pouvoir véritablement conseiller les équipes pour faciliter la mise en œuvre en adoptant plus une posture de partenaire. Et ça, je le répète depuis tout à l'heure, il faut véritablement être un partenaire plutôt que comment je dirais ça, l'agent de répression. Voilà, c'est le mot. Il faut véritablement être un partenaire en les conseillant sur comment mettre en œuvre les recommandations et en facilitant même la mise en œuvre de ces recommandations.
Enfin, je dirais, il faut apprendre à célébrer les succès. C'est vraiment reconnaître et communiquer les succès de la mise en œuvre des recommandations pour montrer leur impact positif et encourager les futures actions. Si un département arrive à mettre en œuvre ces recommandations et que ça a un impact positif, il faut que le département de l'audit interne n'hésite pas à mettre en avant ces réussites-là pour donner l'envie aux autres aussi de pouvoir s'engager dans la mise en œuvre des recommandations qui ont été faites. Donc, il ne faut pas hésiter à célébrer ces succès-là lorsque les recommandations portent leurs fruits, lorsqu'elles ont été mises en œuvre par les audités et la direction générale. Mais on ne peut pas faire tout ça sans oublier la compétence, d'accord, des auditeurs internes. Il faut toujours, au-delà de tout, maintenir un niveau acceptable de compétence. Et quand je parle de compétences, ce n'est pas juste les compétences techniques, mais c'est aussi des compétences relationnelles. Je ne peux pas être un auditeur interne et ne pas avoir une bonne capacité à communiquer avec les autres, une bonne capacité à négocier, une bonne capacité à faire de la gestion du changement. Parce que faire une recommandation et que la recommandation soit mise en œuvre, c'est de la gestion du changement. La mise en œuvre d'une recommandation fait appel à des capacités de gestion du changement parce que ça va transformer, ça va améliorer. Donc, en tant qu'auditeur interne, on doit pouvoir développer des compétences relationnelles. Mais c'est aussi avoir une très bonne connaissance de son métier, d'accord? Le métier de l'audit interne est un métier qui change tous les jours. Vous allez voir que euh, ce que c'était en 2017, ce n'est plus ça en 2025. On a beaucoup évolué, de nouveaux outils sont arrivés, l'IA est arrivée, euh, les systèmes d'information, tout ça. Donc, il faut véritablement approfondir en tant qu'auditeur interne euh, sa connaissance du métier, sa connaissance des opérations de l'entreprise. Parce que sans connaître votre entreprise, sans connaître le cœur de métier de votre entreprise et sans avoir les capacités d'un bon auditeur interne, vous ne ferez que des recommandations inutiles. Alors, je finirai en disant que en intégrant ces pratiques, l'audit interne peut véritablement passer d'une fonction de détection des problèmes à un véritable partenaire stratégique dont les recommandations sont non seulement pertinentes, mais aussi activement adoptées et mises en œuvre pour le bénéfice de l'organisation. Comme je l'ai dit tout au long de cette présentation, l'audit interne, c'est de la compétence technique, mais c'est aussi beaucoup de leadership. Il ne faut pas croire qu'en ayant juste de la compétence technique, on va y arriver. Non. Il faut avoir cette compétence technique, mais il faut avoir un gros leadership derrière qui vous permette de communiquer, d'expliquer, de négocier et autres. Donc, c'est seulement en faisant cela, vraiment en alliant la technique au leadership, que l'audit interne va être véritablement un partenaire stratégique. C'est l'objectif, devenir véritablement de manière pragmatique, un véritable partenaire stratégique pour nos entreprises. Et donc, c'est là que je m'arrête pour cette présentation. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, on y répondra. Et c'est bien sûr le but de cette présentation. Donc, laissez en commentaire vos questions. Nous allons y répondre sur le YouTube où la vidéo sera toujours en libre accès pour tout le monde. Et donc, si vous ne saviez pas qu'est-ce que c'est que HEORI, HEORI est le premier cabinet d'expertise spécialisé en audit interne et risk management du Bénin, qui a été créé en 2016. Et nous sommes présents aujourd'hui dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone avec une représentation sur Paris. Le cabinet intervient donc dans des missions et des formations complexes. Nous intervenons beaucoup sur les grands comptes en audit interne, en risk management, en conformité, en forensique auprès des sociétés du secteur public, du privé et de la société civile. Nous restons aujourd'hui le seul cabinet d'expertise
en audit interne risk management avec une accréditation CPD pour dire que vous pourrez suivre des formations avec Acheori qui vous octroie des crédits de formation continue. Nous sommes les seuls accrédités pour le moment dans les métiers de l'audit interne du risk management au Bénin. Alors, si vous avez d'autres avis, si vous avez d'autres commentaires à faire, faites-les toujours dans le chat. Faites-nous savoir si vous avez aimé cette présentation, ce webinaire produit par Acheori et que j'ai eu l'insigne honneur d'animer pendant ces quelques minutes pour vous. Si vous avez aimé, faites-le savoir et nous serons heureux de vous revoir sur d'autres événements à nous. Alors, si vous avez suivi ce webinaire et qu'il vous a plu, abonnez-vous à nos pages, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, et nous vous donnons rendez-vous sur le prochain webinaire en juin 2025. Vraiment, ça a été un plaisir d'avoir animé ce webinaire, un plaisir d'avoir pu partager ces quelques points avec vous. Euh, nous avons souhaité que ce webinaire il soit vraiment soft pour permettre à tout le monde de s'y retrouver. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Abonnez-vous à nos différentes pages, comme je vous l'ai dit. Et donc, merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas. Ajori IARM, notre numéro du siège Bénin et bien sûr le 00229 66 444 652. Vous pourrez nous joindre sur ajori.irm@gmail.com. Euh, ne tenez pas compte du site web. Une erreur s'est glissée dans la présentation. Mais les autres contacts sont valides. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite bien de choses pour votre semaine. Allez, merci et à bientôt.